L'iPhone 8 est arrivé, il n'est pas aussi innovant que l'iPhone 10, mais facturé 350 € de moins, il devrait constituer à coup sûr l'un des modèles les plus populaires du constructeur. Alors que vaut-il vraiment? Simple mise à jour au vrai nouvel iPhone, faut-il lui préférer l'iPhone 7 ou attendre l'iPhone 10? Débat. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Refait le Mac alias ORLM. Très heureux de vous retrouver à 42 ici, à l'école qui forme les futurs talents de la tech. Vous retrouvez les débats high-tech chaque semaine sur notre site www.onrefaitlemacom, mais aussi sur notre chaîne préférée Dailymotion. N'hésitez pas à vous abonner. Sans oublier YouTube, et n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce en bas de l'écran. Si vous aimez également nous podcaster, vous nous retrouvez également sur iTunes, c'est via l'app Podcast en HD ou en version audio. Et enfin, vous pouvez télécharger l'app ORLM pour iOS disponible sur l'App Store pour iPhone et iPad, mais aussi pour Apple TV. Voilà, j'étais complet et cette semaine, l'iPhone 8 vient tout juste de débarquer à 42. Et pour nous aider à donner un premier verdict, avec comme chroniqueur cette semaine, j'ai beaucoup de chance à mes côtés en plateau. Elle a eu la chance de pouvoir le tester en avant-première durant plus d'une semaine. Mélinda d'Avant Soulas de LCI. Bonjour Mélinda. Bonjour Olivier. Alors ça fait quoi d'avoir rien que pour soi un iPhone 8 en avant-première pendant une semaine? On peut frimer un petit peu quand même. Un petit peu. Bon, l'embargo est levé, donc tu vas pouvoir nous en parler dès ce soir. Autre journaliste, pour lui le Mac c'est pour toujours. Didier Policani depuis la rédaction de Mac Forever, partenaire média de cette émission. Bonjour Didier. Salut Olivier, tu vas bien? Ça va bien? Ça roule. Ça Moi, roule, moi bon. je teste déjà l'iPhone 10, tu vois. Voilà. Bon, très bien. Je ne vais pas te montrer très longtemps, j'ai un énorme embargo dessus. Et enfin, celui qui enregistrait déjà les podcasts lorsque les youtubeurs étaient encore à la maternelle, Patrick Béja, podcasteur et fondateur du podcast Le Rendez-vous Tech. Bonjour Patrick. Salut Olivier, c'est une façon très élégante de dire qu'on est un petit peu plus âgé que les jeunes youtubeurs d'aujourd'hui. Oui, c'est aussi peut-être une manière de dire que tu as commencé et tu as assez innové dans ton domaine il y a très longtemps déjà, voilà. Merci. Bon. C'est du confort, merci. Bon, et avant de passer au crible, l'iPhone 8, un coup d'œil sur le chiffre de la semaine. Le chiffre de la semaine, c'est 1159 €, le prix stratosphérique de l'iPhone 10. Alors comment, messieurs, dames, justifier jusqu'à 350 € d'écart avec l'iPhone 8 qui dispose pourtant des mêmes composants, l'écran OLED en moins, peut-être, on va peut-être commencer avec Didier. Oui, alors effectivement, je pense que c'est quand même avant tout l'écran. D'ailleurs, il y a des petites études là, qui sont sorties ces derniers jours qui disaient qu'on avait quand même un rapport, je sais plus de 1 à 5, je crois, entre le prix de l'écran LCD et l'écran OLED. Donc ça doit quand même jouer sur le prix. Évidemment, bon, Apple prend toujours une marge quand même assez confortable sur ses téléphones. Et je dirais qu'il y a quand même aussi pas mal de capteurs cette année. On ne connaît pas les coûts exacts des capteurs 3D, etc. Mais c'est vrai que mis bout à bout, Tim Cook a avoué lui-même qu'il faisait un petit peu moins de marge, sans doute pour prévenir plutôt les actionnaires que les acheteurs. Ouais. Mais c'est clair que c'est un téléphone qui a l'air de coûter quand même un petit peu plus cher. Alors évidemment, est-ce que Samsung aussi en profite pas un peu puisqu'ils ont un peu le monopole sur ces téléphones? Mais quand tu regardes le marché, les écrans OLED sur les smartphones, c'est pas encore bon marché. Patrick, ton avis, est-ce que tu penses que Samsung fait tout simplement payer le prix fort à Apple pour la fourniture de la dalle OLED? C'est très possible, il est à peu près certain que ça joue. Ils arrivent d'ailleurs chez Apple pas à se fournir suffisamment pour fournir assez de téléphones pour satisfaire la demande. Ça joue peut-être aussi pour l'inflation du prix. Et puis, il y a aussi le fait qui est indéniable qu'on est maintenant sur un marché qui est mûr, sur lequel on a une gamme qui est assez large de types de téléphones. On a des téléphones absolument compétents à des tarifs très bas, y compris chez Apple d'ailleurs. Les premiers iPhones coûtent autour de 400 €. On a bien sûr beaucoup moins cher chez Android avec des téléphones de bonne qualité. Et puis, on arrive avec des téléphones qui sont plus chers pour du très haut de gamme, qui sont aussi là pour permettre aux gens qui veulent mettre plus d'argent dans leur téléphone de donner plus d'argent aux constructeurs, en l'occurrence Apple qui fait du premium, et d'autres, Samsung ou autres, qui sont là pour capturer cette partie de la gamme. Melinda, tu avais la chance d'être à Cupertino la semaine dernière. Alors, qu'est-ce qui s'est dit un petit peu en backstage autour de
cet écran OLED et de ce prix stratosphérique. Est-ce qu'il y a des hypothèses qui ont été évoquées depuis Cupertino? Ah bah, sur les écrans, l'écran il est magnifique, hein. Moi j'ai eu la chance d'avoir le vrai iPhone 10 en main. Il y a une vraie différence d'écran. La qualité, ça se paye. On sait qu'ils auraient rêvé d'équiper tous les iPhones cette année de la dalle OLED. Ça coûte cher. Je crois qu'on estime entre 120 et 130 dollars par appareil. Ça fait forcément gonfler le prix. Il y a d'autres concepteurs de dalles OLED. Quand ils arriveront à mettre tout le monde en concurrence, ça va faire baisser la dalle. La principale difficulté, donc, Mais est-ce Apple, est-ce que la dalle est de meilleure qualité que les autres dalles qu'on a vues OLED ou AMOLED chez les autres constructeurs? C'est quand même ça la tu as grande vu une question. différence, toi? Moi, j'avais vu le Note 8, la. par exemple, de Samsung. Alors, le Note 8, moi, je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu d'autres dalles OLED chez Samsung. C'est quand même ce qui se fait. C'est Cédric qui l'avait. Voilà, c'est Cédric qui se fait de mieux. On voit en tout cas nettement la différence entre le LCD et l'OLED. Par rapport au Samsung, honnêtement, on s'en rapproche. Nous, on l'a pas eu suffisamment longtemps pour tester vraiment de la vidéo, de la photo dessus et avoir minutes, quoi, voilà. Le temps Franchement, on a eu 5-10 minutes en main dessus. Mais sachant que c'est un proto, hein, c'est pas une version voilà, finale. en plus. Mais il y a une vraie différence, une vraie qualité sur ce qu'on nous a montré en tout cas. Voilà. Après, tout est toujours plus beau. Dans les démos, on verra en main, mais on se rapproche quand même de ce qui se fait le mieux en dalle OLED. On a bien compris, Melinda, que donc la difficulté d'Apple, c'est qu'ils ne peuvent pas tordre le bras à Samsung et leur imposer un prix, comme il a réussi à le faire il y a quelques années, puisqu'ils ne peuvent pas mettre en concurrence Samsung. Il y a d'autres constructeurs de dalles OLED, mais a priori, Samsung est le seul capable de produire autant de dalles pour répondre à la demande de la pomme. Question à Didier, et puis peut-être aussi à Patrick, est-ce que vous pensez qu'Apple a eu tort d'investir uniquement dans la conception des puces et pas dans les écrans OLED, délaissant la recherche et développement à ses seuls fournisseurs? Je pense que c'est toujours le même problème, c'est-à-dire que Apple, c'est pas un industriel, contrairement à Samsung, à LG, qui eux ont vraiment les capacités pour faire ça. Parce que même pour les puces, ils sont obligés de se passer par Samsung, TSMC, enfin tous des grands fondeurs en fait dont c'est le métier. Et aujourd'hui, il y a plus d'usines en fait. Apple en a plus. Donc soit il faudrait qu'ils rachètent effectivement des industriels, et soit effectivement ils doivent se reposer sur des gens qui savent déjà le faire. Et aujourd'hui, en plus, le problème avec l'OLED, c'est que t'en as que 2 qui savent en faire, et il y en a qu'un qui sait en faire sur des petites tailles. Donc ils ont pratiquement pas le choix, quoi. Et la dépendance risque de durer quelques années, hein, Patrick. Samsung est vraiment maître du jeu selon toi aujourd'hui? Ah bah oui, c'est sûr que la technologie OLED est vraiment compliquée et puis surtout, quand bien même ils pourraient faire discuter ou faire jouer de la concurrence, même avec Samsung ou avec d'autres constructeurs qui pourraient réussir à faire de l'OLED à un moment, le problème c'est que Apple a besoin de quantités qui sont plus importantes que la plupart des autres constructeurs, donc ils ont moins de marge de manœuvre et ils se dirigent peut-être vers la possibilité d'être propriétaire de toute la chaîne. On a vu qu'il y a des rumeurs sur un possible rachat partiel de Toshiba pour les puces. Peut-être qu'à terme, ils essaieront de se diriger vers le même type d'opération pour les écrans. Mais dans l'état actuel des choses, oui, ils ne sont pas complètement maîtres de leur destin. Mais c'est compliqué pour eux aussi de tout à coup se dire on va aussi se mettre à faire de la recherche et développement sur des écrans et sur des puces et sur des capteurs c'est pas exactement leur cœur de métier, donc c'est pas aussi simple que de dire ils auraient dû s'y mettre il y a 2 ans ou 3 ans ou ce que c'est. Ça se fait pas en un clin d'œil. Allez, le moment est venu de donner un premier verdict. Je propose de commencer le premier verdict de l'iPhone 8, et je vous propose de commencer par le design. Alors Melinda, l'iPhone 8, le vert est de retour sur l'iPhone 8. Pas de révolution côté design en tout cas. On reste quand même très très proche dans la lignée du design inauguré il y a déjà 4 ans avec l'iPhone 6. Si je vous les mets comme ça, vous ne voyez pas spécialement la différence en fait des 2 iPhones. Donc là, on a un iPhone 7 qui est l'iPhone noir de jet qui était sorti l'année dernière. On a un peu triché. Voilà. Parce que celui-ci a vraiment un aspect celui-là, poli. c'est le plus proche de ce qui se fait sur l'iPhone 8 parce que vous voyez, tout était en vert, tout était très beau. Et puis cette année, celui qui arrive, il est comme ça et sa grosse différence, elle est là. Ouais. Le dos est en verre, donc c'est un verre qu'on nous annonce super résistant. J'ai pas essayé de le faire tomber, de donner des coups de marteau dessus pour vérifier ce qu'on m'a promis. Voilà, c'est le même concepteur à l'arrière que le Gorilla Glass. Ouais. Donc normalement, c'est assez prometteur.
On a toujours l'excroissance de l'appareil photo, du double Il y a capteur. un petit raffinement. Mais on voit voilà, le c'est un cadre peu plus élégant. Voilà, le cadre en aluminium. L'alu qui est là au contour. Alors les antennes ont disparu. Vous avez vu, je ne sais pas si vous voyez bien. Sur le noir de jet, le noir de jet, du coup, c'est pas le bon exemple. Mais on les voit, mais on le voit encore moins. Elles étaient au sommet. Elles étaient partout. Ouais. Et du coup, maintenant, elles sont cachées derrière la glace. Donc c'est quand même assez élégant. Ouais. C'est vraiment la grosse révolution, ce design en verre. Ça a un avantage, c'est la charge par induction. Ouais. C'est vraiment ça son utilité première. Mais sinon, pour le reste, c'est quasiment les mêmes dimensions à 0,1 mm près en hauteur et 0,2 en épaisseur. Il fait 14 grammes de plus à cause du verre. Sinon, comme vous voyez, c'est stricto sensu le même design. C'est le problème, on a changé de numéro, mais en fait, on n'a pas vraiment changé de design, alors que normalement, le 8 appelait un nouveau design. Quid de la tenue en main? On a souvent peur avec les téléphones en verre qui glissent des mains. On l'avait vécu avec l'iPhone 4, qui se cassait facilement, le dos notamment. Ça ne change rien. Là, on est sur l'iPhone 8 Plus. Ouais. Honnêtement, le contour en alu fait qu'on a une meilleure prise en main que sur celui-là, qui est beaucoup plus glissant. Alors celui-ci, on peut croire que le dos est en verre, mais en fait, il est intégralement en aluminium. Oui, mais le verre est tellement poli qu'on voilà, pourrait c'est ça. C'est un revêtement poli, mais c'est vrai que du coup, il tient bien. Vous n'avez jamais le contact, la paume n'est jamais en contact avec le verre, donc il ne risque pas de glisser. Ouais, donc tu le disais, Corning, dont le fabricant du Gorilla Glass, a annoncé que c'était une nouvelle génération de verre, en partie plus résistante, Didier, mais a priori, l'avantage de l'aluminium, c'est que ça ne peut pas se briser, ça peut se déformer, ça peut prendre des coups, mais voilà, c'était le défaut de l'iPhone 4, et il est prévisible que s'il tombe un peu trop souvent, il risque de finir en petits morceaux. Ah bah c'est sûr, mais c'est un peu le compromis entre l'aspect premium et puis de l'autre côté des impératifs effectivement au niveau des fonctionnalités. C'est vrai que voilà, Apple te dit que c'est le verre le plus résistant, mais ça reste du verre, hein, et on se rappelle des iPhone 4 qui étaient cassés des deux côtés, c'était quand même pas très beau. Et je sais pas toi, si tu casses beaucoup tes écrans, moi j'ai de la chance, je touche du bois, mais je vois quand même beaucoup de gens autour de moi qui ont l'écran cassé, qui vivent avec des écrans cassés. Et le dos, on a même tendance à le laisser casser parce qu'on se dit bon, on va pas aller repayer encore 50 ou 100 balles à l'Apple Store pour aller faire changer ça alors qu'il n'y a pas de problème fonctionnel. Donc voilà, par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est si effectivement le verre se brise, est-ce que la charge sans fil continue de fonctionner? J'imagine que oui, mais j'ai pas eu le temps de tester encore. On va y revenir sur la recharge sans fil, puisqu'on a regardez le 8 qui est posé, le petit modèle posé sur un chargeur, sur le plan large. Juste peut-être un petit mot avec Patrick. Dernier point concernant le design, c'est la face avant et forcément l'écran. Ce n'est pas, vous le savez, un écran LED, on va y revenir. Il n'affleure pas les bords non plus, il souffre un petit peu de la comparaison avec l'état de l'art du marché maintenant. Patrick, tu trouves pas? Bah oui, c'est sûr que c'est une tendance qu'on a vue là cette année, qui a été très très forte sur les téléphones mobiles, et c'est le genre de tendance qui fait vieillir tout le monde d'un coup, ou tous les téléphones d'un coup. On va revoir à la fin de l'année, en début d'année prochaine, les téléphones qui sont pas bord à bord. Ça fera forcément vieux. Ça veut pas dire que c'est inutilisable, bien au contraire, mais tous les téléphones modernes cool, c'est toujours la même chose. Quand quelque chose change, le truc d'avant paraît tout de suite un petit peu passé de mode. C'est d'ailleurs le principe des modes. Donc, en plus, cet iPhone 8 qui, soyons honnêtes, est un petit peu un iPhone 7S, qui lui-même, le 7, était un iPhone 6 SS. Donc là, ça fait iPhone 6 SSS. Ouais. Quatrième itération, quoi, en gros. Voilà, c'est ça, un petit peu. C'est une itération, mais il souffre de ce manque de changement qui, du même coup, comme le disait Didier, je crois que c'était Nilay Patel dans le test sur The Verge, l'ombre de l'iPhone 10 plane absolument sur cet appareil, donc c'est difficile de ne pas y faire référence. Et là, pour l'écran, c'est forcément le cas. Ouais, la difficulté, pour rappeler encore une fois, comme le disait Melinda en ouverture d'émission, c'est qu'ils ne peuvent pas équiper l'ensemble de la gamme en écran OLED, parce que la production mondiale ne suffirait pas à répondre à la demande. Près de 70-82 millions d'iPhone vendus par trimestre, voire plus, suivant les belles années. Voilà, c'est une production phénoménale, et Samsung serait le seul aujourd'hui à pouvoir répondre, et encore une fois, elle ne pourrait pas répondre à tout, ce qui expliquerait aussi le retard à l'allumage quant à la disponibilité de l'iPhone 10. Melinda nous le disait aussi, la principale avancée du verre, c'est la possibilité de la recharge sans fil. Enfin, la recharge sans fil sur l'iPhone 8. Melinda, la recharge sans fil reprend un standard. On a eu peur qu'Apple, comme à son habitude, choisisse un standard propriétaire. Là, c'est un standard du marché, le fameux Qi. Ben oui, c'est une révolution. Démonstration. Il est là. Alors, vous voyez, c'est un chargeur sans fil, par induction,
qui n'est pas floqué Apple. C'est-à-dire qu'Apple n'a pas fourni son chargeur officiel. Alors, il propose un téléphone qui est compatible, mais sans chargeur. Même pas en supplément, rien du tout. Vous vous débrouillez avec ceux qui sont sur le marché, donc entre 10 et 100 euros. Il y a un modèle qui arrivera un peu plus tard, on a vu dans la... Alors oui, voilà, il y en a un pour 2018, mais qui est une sorte de gros coussin pour charger en même temps tous les produits de la maison Apple. Voilà, même les AirPods bénéficieront d'un dock spécial. Donc voilà, c'est tout simple. Le geste facile, vous posez l'iPhone et ça recharge. Donc c'est vraiment très simple. En fait, c'est un champ magnétique qui se crée entre les deux. On voit ça chez Samsung. Il y a plein de fabricants qui ont commencé. C'est très simple et ça charge aussi vite que le Lightning. Ils nous avaient annoncé ça et promis. Chose promise, chose due. Et on a vérifié. En une demi-heure, vous récupérez 13-14% en Lightning et à peu près 13%, 12-13%. Pareil. C'est un poil moins rapide, mais... Franchement, c'est kiff-kiff. C'est plutôt une bonne surprise. On s'attendait à nettement moins. Sinon, vous avez une autre solution. Le chargeur, donc pour ceux qui ont des MacBook Pro dernière génération USB-C. Sinon, regardez, il s'achète tout seul. Bon, 80, on est à 79 €. Ouais, quand même, mine de rien, avec le câble qui va bien. Qu'il faut, voilà, vous le connectez. Et alors là, en une demi-heure, vous récupérez 50% de charge. C'est quand même un petit peu plus rapide, mais bon, il y en a pour quasiment 110 € si vous n'avez pas de MacBook ça fait Pro. cher, 29 la charge rapide, voilà. sauf si vous avez un MacBook Pro. Didier, c'est un peu une surprise. Les chiffres qu'on nous a donnés, c'est pour l'iPhone 8 Plus, c'est pas pour l'iPhone 8. Oui. Sachant qu'il y a a priori une marge de progression encore pour la recharge sans fil. Oui, parce qu'effectivement, comme l'USB, en fait, il y a des normes. Et puis, petit à petit, suivant comment ton appareil est capable de les gérer, effectivement, elle peut charger un petit peu plus vite. On sait aussi que déjà, les iPhones de base, si tu mets le chargeur de l'iPad qui fait entre 10 et 12 watts, ça charge quasiment plus de 2 fois plus vite. Donc, moi, je trouve que c'est déjà un petit scandale qu'Apple ne nous mette pas un chargeur de 10 watts, surtout avec le gros l'iPhone Plus. Ce serait quand même plus agréable d'avoir ça au quotidien. Mais c'est vrai que si tu es habitué aux chargeurs de 5 watts qui sont quand même assez lents, l'avantage, c'est qu'apparemment, on n'a pas trop de pertes avec leurs chargeurs de 5 watts qui vont débloquer, ils nous ont dit, via une mise à jour logicielle, donc d'ici la fin de l'année, qui devrait passer à 7 watts et demi, donc on devrait être à peu près 25% plus rapide, donc 50% plus rapide. Donc je pense qu'on va obtenir effectivement des scores qui sont assez voisins, mais là encore, tu as toujours la possibilité de charger quand même beaucoup plus vite via le fil. Et moi, j'ai un chargeur dans la voiture, tu vois, sans fil. Et je mets une coque sur l'iPhone, etc. C'est quand même extrêmement lent et c'est surtout très très lent si tu utilises en plus le téléphone. Donc, oui, quand on a fait les tests, on s'est amusé à faire les tests. On voulait les enregistrer en vidéo avec la nouvelle fonction d'iOS 11 de capture d'écran vidéo. Et effectivement, en mode recharge sans fil, en posant juste sur le chargeur que vous avez là, les téléphones se chargeaient, mais ils ne perdaient pas d'énergie. En clair, on était à 40% et pendant un quart d'heure, 20 minutes, il est resté bloqué à 40% lorsqu'on sollicite un peu trop la puissance de l'iPhone. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il va falloir attendre un petit peu encore les prochaines évolutions du standard pour proposer véritablement l'équivalent de la connexion filaire. Tu parlais de la possibilité de le charger avec une housse. C'est le cas également avec ce modèle Oui, alors franchement, ça marche très très bien. On peut faire un essai, on va essayer de le voir bien avec le 8 comme il faut. Voilà, avec le 8 Plus. Ça passe à travers. Mais de toute façon, c'est comme avec ou sans coque. Si vous ne le mettez pas bien, par contre, ça ne... Bien le positionner au milieu. Voilà, il faut quand même bien le positionner au centre. Si vous positionnez mal, ça ne chargera pas. Et ça, vous ne vous en apercevez peut-être pas tout de suite. N'essayez pas non plus d'aller plus vite en branchant et en Lightning et sur le support par induction. Ça ne marche pas. Vous n'irez pas plus vite. D'accord. J'ai essayé, ça ne fonctionne pas. Bien. C'est l'un ou l'autre. C'est la question que j'allais te poser. On fera l'essai encore une fois. On a eu le téléphone que quelques heures avant le début de cette émission, donc c'est difficile en ce qui nous concerne, nous, de faire l'ensemble des tests. On y reviendra plus longuement, notamment lors du test de l'iPhone 10. On ne désespère pas de l'avoir un petit peu en avance. Peut-être une réaction de Patrick rapidement sur la recharge sans fil, qui est un standard du marché dans le monde Android. On est désespéré de l'avoir arrivé sur Apple. Oui, c'est plutôt une bonne nouvelle pour tout le monde au final, le fait qu'Apple ait adopté ce standard, parce que ça veut dire qu'il y avait jusqu'à il y a 2 jours ou une semaine plusieurs standards. Aujourd'hui, de fait, il y en a en fait plus qu'un. Qi prenait quand même l'ascendant sur les autres, mais à partir du moment où Apple souvent fait un choix, ça veut dire que ça plaise aux gens ou pas, ça veut dire que ce choix est un petit peu devenu le standard.
Et là, clairement, ça va bénéficier tout le monde parce que tout le monde va pouvoir enfin choisir le truc à installer dans les bureaux, dans les lieux publics, etc. Et tout le monde va utiliser du Qi désormais. Donc le standard le chargement sans fil risque de pouvoir se démocratiser enfin, ce qui veut dire que il y a une possibilité, on verra comment l'utilisation se fait en pratique, mais il y a une possibilité que la manière dont on utilise le chargement soit différent du chargement filaire. C'est-à-dire qu'on va aller quelque part dans un bar, dans un café, dans un resto, au bureau, machin, et on pose son téléphone de manière à ce qu'il soit toujours un petit peu en train de se recharger, plutôt que de devoir s'arrêter 1 ou 2 fois dans la journée pour le recharger avec le fil, on le posera, il sera toujours un petit peu en train de reprendre de l'énergie. Du coup, ça voudrait dire que c'est moins important si le sans-fil recharge moins vite que le filaire. En clair, Apple va un petit peu exciter le marché pour pouvoir se généraliser, Mélinda, décharger un peu partout, parce qu'Apple est un formidable moteur dans ce domaine. Si je ne me trompe pas, je fais appel à vos experts, ils font partie du consortium avec Samsung et d'autres ils pour déjà justement généraliser ça. Donc on les attendait quand même là-dedans parce qu'ils s'étaient engagés dans ce groupe-là sans avoir encore la technologie appliquée. Apple est un formidable catalyseur pour ça va booster vulgariser les usages. On l'a vu avec Touch ID, on a vu plein de technos qui existaient par ailleurs. Mais qui, une fois, lorsqu'ils sont intégrés dans un iPhone, se popularisent un peu plus vite. On peut dire ça, Patrick ou Didier. Ah bah oui, c'est certain. Même s'ils ne sont jamais les premiers sur les technologies, à partir du moment où ils arrivent, à partir du moment où ils arrivent, ils établissent souvent, on va dire, le choix que va faire le marché. L'écran n'évolue pas beaucoup sur l'iPhone 8, il n'y a pas, on l'a dit, d'OLED, mais il y a quand même quelques petites améliorations. On les passe en revue. Avant de vous parler de l'écran, un petit bonjour à Stéphane Zibi qui a réussi à nous rejoindre sur la solution visioconférence. Bonjour Stéphane. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Bon, tu ne pouvais qu'être dans cette émission pour nous parler et surtout comparer l'iPhone 8 avec les téléphones que tu utilises au quotidien. Stéphane qui est consultant, spécialiste du digital. Et qui a porté un regard toujours acéré sur les nouvelles techno et Apple en particulier. Un autre qui malheureusement doit partir, c'est Patrick, tu as une petite obligation, c'est ça ? Bah oui, je suis désolé, du coup je passe le relais, c'est le bon moment pour le faire. Je suis sûr que vous y gagnerez au change, mais je dois m'éclipser, désolé. Bon, un petit mot sur ton émission, sur tes émissions, on te retrouve la fréquence, on te retrouve quand est-ce qu'est prévue la prochaine émission ? Oui, bah écoute, c'est très simple, si vous appréciez les podcasts audio, vous pouvez chercher le rendez-vous tech ou le rendez-vous jeu sur votre app de podcast préféré et vous trouverez ce compte-rendu de l'actualité des domaines respectifs toutes les 2 semaines en alternance. Donc ça s'appelle le rendez-vous jeu et le rendez-vous tech. Voilà, et Patrick qui est l'un des pionniers du podcast, on vous l'a dit en France, et un des pionniers aussi des solutions de crowdfunding pour podcasters. Donc il est aujourd'hui fait partie des rares à avoir trouvé un modèle économique autour des podcasts. On va discuter après l'émission pour essayer de trouver une solution pour Fait de Mac. Voilà, merci beaucoup Patrick. Merci à vous tous. Alors l'écran qui n'affleure pas la concurrence, il y a tout de même quelques évolutions, même si le standard du marché a évolué vers des écrans sans bord, dirons-nous, avec l'apparition du True Tone qui était apparu sur l'iPad, Mélinda. Oui, c'était la technologie de l'iPad Pro. L'année dernière, ça permet d'avoir un écran qui joue avec la balance des blancs selon la lumière. Donc, vous avez moins mal aux yeux, normalement. Là, on a essayé de vous faire une démo. Alors, je ne suis pas sûre que ça rende beaucoup. Mais voilà, les couleurs sont plus agréables. C'est moins fatigant pour les yeux. C'est la seule révolution de cet écran. Ouais, honnêtement. Évolution, dirons-nous. Évolution, oui, parce que la technologie existait déjà. C'est un peu plus flagrant sur l'iPad Pro. C'est que seulement sur l'iPad Pro. Ouais, Didier, on l'avait vécu déjà sur l'iPad Pro, cette évolution. C'était un peu meilleur. Ça donne un peu plus de relief, je trouve, à l'image, même si ça ne se voit pas forcément sur notre plan. Mais sinon, il y a très peu de différence entre les 2 générations, entre l'iPhone 7 et l'iPhone 8, Didier. Oui, enfin, techniquement, moi, j'ai pas encore eu les téléphones entre les mains. Oui. Mais c'est vrai qu'on avait déjà un night shift qui s'adapte, mais uniquement le soir, effectivement, il fait sa balance un peu plus jaune. Mais là, ça va te permettre, si tu te balades dans la rue ou tu reviens dans une pièce un peu jaune, voilà, ton écran va un peu jaunir, il sera un petit peu plus confortable. Par contre, méfiance quand même, si vous faites beaucoup de photos, de vidéos, du coup, c'est complètement mal calibré. Donc voilà, c'est pas adapté forcément non plus à tout le monde. Mais je dirais que pour la plupart des gens, on va avoir un écran qui sera un petit peu plus confortable à l'usage. Après, en dehors
de cette histoire de True Tone, il n'y a quand même pas de vraie révolution, hein. Même si les écrans utilisés par Apple en LCD sont quand même d'excellente qualité, hein. Tu les compares à d'autres téléphones, ils sont en général bien calibrés et de très bonne facture, quoi. Stéphane, tu n'étais pas là en début d'émission. On parlait tout à l'heure du côté un petit peu coup de vieux qu'avait pris l'iPhone 8 par rapport à sa face avant et son écran LCD avec ses bords. Est-ce que tu as la même analyse? Et peut-être on peut dire également un petit mot sur 3D Touch qui est apparu il y a 2 ans et qui ne s'est pas énormément démocratisé. Non, c'est même presque handicapant parce que quand on a soit le 3D Touch alors qu'on veut peut-être supprimer une appli ou la déplacer et inversement. Donc il n'y a pas vraiment eu beaucoup de gens, ou en tout cas très peu, en tout cas qui l'utilisent au quotidien. Ça, c'est une chose. Mais de toute façon, je pense que vous en avez un peu parlé, c'est quand même l'évolution d'iPhone de 7 à 8 qui a été la plus faible de tous. Et heureusement qu'il y a l'iPhone 10 pour pouvoir changer tout ça et contrebalancer. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Stéphane est pressé d'avoir son iPhone 10. Il compte les jours avant qu'il arrive. Il faudra attendre le mois de novembre. On a à peu près fait le tour du côté de l'écran. Il n'y a pas énormément de choses à dire. La qualité est toujours là, mais on reste toujours en retrait par rapport, bien sûr, à la technologie OLED. Et je vous propose qu'on regarde un petit peu ce qu'il y a sous le capot. On va s'intéresser à la puissance. Phil Schiller a beaucoup insisté la semaine dernière lors de sa présentation sur la puissance importante de cet iPhone 8 avec la nouvelle génération de puces A11 Bionic. Et le moins que l'on puisse dire, pas mal de tests ont déjà fleuri sur Internet, Didier, c'est que la promesse est tenue. Oui, sur le papier, on va te dire, parce qu'effectivement, les logiciels de bench ne reflètent pas la réalité, hein. On Oui, ne sait pas si on est capable de faire ça pendant 2 heures, on ne c'est sait la pas puissance exactement. brute, dirons-nous. Hein. Voilà, et puis c'est pondéré, effectivement. Geekbench, c'est pas non plus le dieu du bench, hein, parce que ça dépend ce que tu mesures. En fait, ils ont des séries de calculs où effectivement l'iPhone arrive à des niveaux d'ordinateur, donc c'est quand même extrêmement bon signe. Après, Apple, effectivement, dans les briefings produits avec la presse, dit oui, mais c'est la puissance du MacBook Pro. Moi, je demande d'avoir quand même un jour un macOS qui tourne avec Final Cut Pro sur un iPad ou un iPhone, voir Oui. vraiment ce que ça donne, quoi. Donc là, il y a quand même encore un gap entre les deux. Sinon, je pense que effectivement, ils les mettraient peut-être sur leurs ordinateurs. Mais néanmoins, Apple a quand même une certaine avance apparemment sur cette puce, même si elle réutilise des technos, des designs quand même de puces d'ARM et compagnie. Mais c'est vrai qu'ils sont quand même en tête. Ils arrivent aujourd'hui à rester en tête ou être dans les top 4-5 sur des modèles de l'an dernier. Hein. L'iPhone 7 est encore au niveau des nouvelles puces Snapdragon là, de Qualcomm. Donc c'est quand même effectivement de très bons signes en fait pour l'avenir, puisque ça veut dire que tu achètes aujourd'hui un iPhone, il va durer assez longtemps avant que le système se mette à ramer. Alors, les chiffres, les tests au Geekbench 4, on les a fait. Regardez en détail, l'iPhone 8 en monocœur, il arrive à un score de 4266, en multicœur à 10 322. Donc, il explose littéralement l'iPhone 7 avec sa puce A10 Fusion, qui était à 3504 et à 5895. Et que dire du Galaxy S8 2024 en monocœur et 6279 en multicœur. Tu parlais du MacBook Pro, oui, effectivement, sur le papier, théoriquement, l'iPhone 8 est bien supérieur, 4036 en monocœur et 8869. Ça, c'est les tests CPU, donc les puissances processeurs pures. Dans les usages quotidiens, on ne peut pas vraiment dire qu'on ait besoin d'autant de puissance. Stéphane, mais on sait qu'Apple lorgne beaucoup du côté de la réalité augmentée. Voilà, c'est plutôt ça, c'est qu'en gros, c'est pour des nouveaux usages. Maintenant, cette puissance qui va se faire au détriment, c'est de la batterie. Ouais. C'est certain. Ouais. Et donc, ce que Didier a pu dire, on va l'utiliser longtemps, j'en suis pas certain. C'est ça le problème. Ouais. Et voilà. Autonomie, on en parlera tout à l'heure en fin d'émission. Autre test qu'on a fait, c'est du côté des performances graphiques avec le fameux test de Geekbench Compute Score. L'iPhone 8, encore une fois, se montre très puissant, 15 826 points en score par rapport à l'iPhone 7 qui, lui, est à 12 780. Et on l'a comparé à l'une des dernières générations de l'iPad Pro équipée de la puce A9X qui arrive, lui, à 15 613. Quel est le discours, quelle était la ligne d'Apple à Cupertino Melinda autour de cette puissance? On sait que le grand public a du mal à intégrer ce genre de critères lorsqu'on achète un téléphone aujourd'hui. C'est vrai que c'est des chiffres qui, pour le grand public, ne parlent pas beaucoup. Alors, tous les ans, on entend Apple qui nous explique que c'est toujours la puce la plus puissante. Voilà. Celle-là, honnêtement, c'est vrai que moi, j'ai fait tourner des jeux identiques sur un iPhone 7 et l'iPhone 8. Oui, ça tourne mieux, c'est plus réactif. Voilà. Le grand public, c'est ça qu'il va voir. C'est qu'il va voir que dans les ordres, les demandes d'ordre, ça va beaucoup plus vite. Ça, c'est un fait. Ça se voit vraiment
Ça se voit à la pratique. Les jeux, la réalité augmentée, on a Là, fait encore des une fois, essais. Apple Voilà. a beaucoup insisté lorsque vous étiez la Ah, mais semaine sur dernière la avec puce, ils Cupertino n'ont pas arrêté. Hein, sur la réalité augmentée également. Ah, On mais sent la réalité augmentée, on que nous a c'est fait des un créneau. Ils démonstrations. l'ont délaissé pendant des années, là, tout ce qui était réalité virtuelle et réalité augmentée. Et là, apparemment, Voilà, depuis ils le ont mois de beaucoup juin. d'appétit autour Voilà, de ça. depuis hein. le mois de juin à la conférence des développeurs, on ne parle que de. Ils nous font des démonstrations à gogo de réalité augmentée. La puce, elle sert surtout. Enfin, la puissance, elle va vraiment s'exprimer là. On peut faire tourner des applications très très gourmandes. Ça tourne nickel. Ils ont fait, je crois que c'est sur la puce graphique. En plus, ils la font en interne. Maintenant, ils se sont débarrassés De leur fournisseur anglais. hein. d'Imagination. Tout est fait maison. Donc, ils ont vraiment envie de mettre ça en avant. Dans la pratique, voilà, ça se voit sur les jeux beaucoup, sur les applications de réalité augmentée, les plus gourmandes. Pour le reste, ça tourne comme avant. Il y a quelques jolis titres de titres de jeux qui exploitent cette fonction de VRKit, hein, la RKit, la solution de réalité augmentée de développement d'Apple, et je crois que tu nous en parleras dans les coups de cœur. L'heure est venue de passer à vos questions sur Twitter. Question d'Akira, alias Akira Tazou sur Twitter. Didier, c'est pour toi. Avec la sortie de nouveaux iPhones de plus en plus rapprochés, tiens, ça ne devient pas un téléphone jetable, mais de luxe. Est-ce qu'il faut vraiment répondre à cette question? Non, mais vas-y, argumente. Non, mais bon, j'ai du mal un peu à cerner ce qu'il veut dire par là. Est-ce que c'est parce que effectivement là, il va y avoir les 8 et les 10 qui vont être rapprochés, du coup? Non, je pense qu'il Effectivement, pense, dans son esprit, Apple multiplie les lancements. En fait, non, chaque année, en septembre, il y a toujours un nouvel iPhone. C'est plutôt Samsung qui a accéléré la cadence l'année dernière. Oui, Enfin, puis cette en année. fait, ils rattrapent, hein, t'as vu, là, je sais plus, on est au Galaxy S8, iPhone 8, alors que, tu vois, ils avaient mis du temps à démarrer au début, effectivement. Mais ils ont un peu ralenti quand même, hein, parce que maintenant, c'est quand même un Galaxy S8, enfin, un Galaxy S par an, un Galaxy Note par an. Donc voilà, ils essayent de sortir un peu deux produits qui se cannibalisent mutuellement. Mais c'est vrai qu'Apple a ce rythme annuel, et même, enfin, quand tu vois, là, effectivement, on en parlait tout à l'heure au niveau du design et tout, c'est presque un rythme biannuel, voire triannuel, suivant les périodes. Ça dépend un peu ce qu'on prend en compte, si on parle du design ou des fonctionnalités. Mais voilà, je pense que Apple est bien dans son petit cheminement annuel chaque année. Voilà, ils ont leur iOS qui sort à la rentrée, ils ont leurs nouveaux iPhones, la nouvelle version de macOS. C'est quelque chose qui est un petit peu rentré même dans les mœurs. Hein. À la rentrée, t'attends ton nouvel iPhone. Autre question un peu, et voire même une critique en creux de la part de Nico Tintin, Nico44Z sur Twitter. Entre un iPhone 8 décevant et un iPhone 10 trop cher, décevant, il va fort. hein. Difficile de convaincre les personnes qui ont un iPhone 7 de changer. Effectivement, l'iPhone 7, on l'a vu, il est très proche et ça ne justifie pas forcément. hein. Non, on va pas, comme on disait, on va pas convaincre les gens qui ont un iPhone 7 de changer. Il n'y a pas de révolution cette année qui justifie de troquer déjà son iPhone. Par contre, en effet, ceux qui ont un 6 jusqu'au 6S, ils peuvent basculer. Ils auront quand même l'étanchéité, des choses qui sont en fait rentrées dans la norme hein, chez Apple. Là, on parle plus du tout de Ou la double optique, l'étanchéité, si on voilà. veut Voilà, un tout ça. iPhone 7 Plus ou un 8 Mais Plus, ou ouais. ceux qui ont un SE qui voudraient passer à plus grand, parce que voilà, c'est la seule. On parlait des cadences, c'est la seule fois où ils ont fait une faille à leurs règles. Mettons un jour l'iPhone au Voilà, mois de le mars. SE au mois de mars. Mais sinon, non. Et le 10, oui, est-ce que la vraie question, c'est est-ce que le 8 n'est pas là pour combler ceux qui n'auront pas l'argent pour le 10 parce que si tous les écrans étaient à OLED, le prix du 8, il aurait été aussi très très élevé. Ouais. Donc il y a peut-être encore des gens qui veulent un iPhone abordable. Ouais, on peut penser que c'est peut-être la dernière itération, Stéphane, de ce design hein, qui est apparu avec l'iPhone 6. On peut penser que dans les futures générations, à partir de l'année prochaine, l'iPhone 10 devienne la norme et que la technologie OLED se popularise dans la gamme Apple. Oui, comme ça a été dit il y a quelques instants, c'est peut-être ceux qui voulaient acheter un iPhone 10, comme il y aura probablement une raréfaction. En plus du prix, ouais. En plus. Voulu ou pas, il y en a beaucoup qui vont acheter des iPhone 8 à la place parce qu'ils étaient préparés psychologiquement à changer de téléphone. Mais oui, on souhaite pour Apple que ce soit la dernière fois qu'il y ait ce type d'écran et ce type de forme. Voilà, maintenant, je crains, vu le prix, qu'on rentre dans d'autres sphères. C'est ça le problème. Ouais, on va voir s'ils arriveront tout simplement à mettre en concurrence, on le disait en début d'émission, leurs fournisseurs de dalles pour faire baisser les prix des écrans OLED. On passe au busomètre. Le busomètre, les rumeurs qui ont le plus buzzé cette semaine autour de la planète Apple, ça s'est un peu calmé après la keynote, mais il y a encore du grain à moudre, Didier. Oui, tu veux commencer par le 5 ou par le 1? On commence par le haut, par la première rumeur, celle qui a le plus buzzé cette semaine. Tu en as D'accord. fait un article, je crois, sur Mac Forever.
Exactement, et c'est effectivement, moi j'étais assez surpris d'écouter la radio, la télé et de voir que des journalistes, hein, même qui avaient étudié la question, pensaient qu'avec Face ID, donc on envoyait son visage à Apple, même aux commerçants en faisant son paiement. Mais bien sûr, Et on te le disait connaît dans la ça rue. très très sérieusement, hein, monsieur. Enfin, je l'ai vu sur Europe 1, sur vraiment des grands médias. Et il y a personne qui contredisait ça. Donc voilà. C'est qu'Apple ne répond pas à ce genre de sollicitation. Non, bien sûr, mais effectivement, si tu as regardé un petit peu la keynote, on avait vu déjà avec Touch ID que c'était vraiment stocké sur le téléphone, qu'ils avaient mis un énorme accent sur la sécurité. Donc évidemment, Apple reçoit pas votre visage. A priori, il est stocké sur le téléphone. Évidemment, il y a toujours les complotistes, mais en général, c'est assez bien sécurisé. Et de toute façon, Apple, voilà, maintenant rémunère les pirates qui arriveraient à démontrer le contraire. Donc on peut être à peu près sûr de ce qu'ils disent. Allez, deuxième rumeur, Didier. Alors l'iPhone 10 serait en rupture de stock, ça c'est évident. Déjà le lancement décalé, hein, c'est déjà une preuve qu'ils n'arrivent pas à le produire assez rapidement parce qu'il doit déjà être en production. Je pense qu'ils ont quand même des petits soucis. Et puis effectivement sur la durée, on peut même se demander s'il y en aura vraiment le jour J, tu vois, un peu partout. Là c'est même pas sûr, hein. En général ils font des précommandes, donc on verra un petit peu ce que ça donne. Il faut pas oublier que dans pas mal de pays il y a des espèces de renouvellement automatique avec les forfaits. Et l'iPhone 8 il est un petit peu là pour ça, c'est-à-dire pour répondre à cette demande de renouvellement de tes appareils tous les ans ou tous les 2 ans, parce que l'iPhone 10, ça va être un peu l'iPhone prototype, quoi, l'iPhone coup de cœur que tu te payeras vraiment, tu mettras les moyens, quoi. Troisième rumeur, Didier. Alors Apple Pay Cash arrivera à l'automne. Alors on rappelle ce que c'est Apple Pay Cash, c'est l'échange en fait d'argent de particulier à particulier en utilisant uniquement Apple Pay. Donc ça va être assez pratique, hein. T'envoies un iMessage à ton pote pour lui envoyer 10 balles. Mais ça devait sortir effectivement avec iOS 11, ça sortira un petit peu plus tard dans l'année et a priori qu'aux US au début. Donc on espère que ça arrivera pas en France d'ici 3 ou 4 ans, parce que je pense que ça demande aussi des accords avec les banques, avec tout un tas de choses, peut-être aussi des petits problèmes techniques. Donc voilà, on espère que ça arrivera vite. Un petit mot peut-être avec Melinda ici en plateau. On vous a parlé c'est vrai que c'est une fonction qui a été avancée en juin dernier, la possibilité de payer comme ça en envoyant de l'argent directement depuis son iPhone. On n'en a plus parlé depuis. Moi, je suis assez sceptique aussi sur le fait qu'on l'ait tout de suite, parce qu'on voit déjà les difficultés à généraliser Apple Pay en France, à trouver des accords avec les banques. C'est un système un peu... On n'a pas cette culture-là, en fait. Aux États-Unis, ils l'ont beaucoup plus facilement, d'échanges entre particuliers. Il y a d'autres... Facebook a essayé, Facebook a essayé de faire ça. Je pense que PayPal, qui faisait ça aussi, ça ne marche pas forcément terrible. Je ne suis pas sûre qu'on l'ait tout de suite, pas que pour des questions technologiques, en fait. D'accord. Mais ça, c'est personnel. Ok. Plus d'usage. Ou sociétal. Quatrième rumeur, Didier. Alors Apple ferait moins de marge sur l'iPhone 10. Bon, on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Je crois qu'on va pas plaindre Apple, hein. Non. La norme, c'est quoi? C'est entre 37 et 40% de marge, hein. C'est ça la marge brute d'Apple aujourd'hui, hein. Exactement. Et puis effectivement, voilà, je pense que sur tout ce qu'ils vendent aujourd'hui, ils n'ont pas trop de soucis. Mais peut-être que voilà, ça impactera un peu leurs résultats financiers. C'est pour ça que Tim Cook avait insisté là-dessus. Et puis effectivement, c'est la première fois qu'on a un iPhone aussi cher. Alors on se dit, tiens, Apple fait une énorme marge. En fait, pas forcément, parce qu'ils payent cher donc la techno qu'il y a dedans. Dernière rumeur. Alors l'audio HD, en fait, ça c'est quelque chose qui date déjà de la WWDC, hein, parce qu'ils avaient annoncé la prise en charge du FLAC, donc un format sans compression sonore, qui te permet donc d'avoir du son comme il a été enregistré dans le studio. Voire même déjà de la qualité CD, ce qui n'est pas le cas d'Apple Music, hein. Exactement, mais c'est un peu ça le point, c'est effectivement Apple prend en charge ça, mais est-ce que derrière ils vont enfin sortir effectivement une qualité musicale correcte? Aujourd'hui, je pense que c'est pas du tout leur priorité. Les 3 quarts des gens écoutent la musique avec des earpods ou avec des casques. Forcément, il y a une compression numérique avec le Bluetooth, hein, c'est ça? Voilà, déjà avec le Bluetooth aussi. Donc effectivement, aujourd'hui, la plupart des gens s'en fichent du son, au grand désespoir de tous les audiophiles, des gens qui aiment le bon son, mais malheureusement, voilà. Merci Didier. Après le son, on passe à la photo. L'iPhone 8, pas de révolution, mais du mieux. Côté photo, on reste sur le même capteur, Melinda, de 12 millions de pixels. Qu'est-ce qui t'a vraiment frappé? On sait que on perçoit vraiment les différences plutôt en basse lumière. Et là, lorsque j'ai pu faire quelques tests rapidement avant le début de cette émission, il y a un peu moins de bruit, dirons-nous, que sur l'iPhone 7 qui est à côté. Voilà, ils ont changé un petit peu le capteur. C'est le même. Il n'y a toujours pas de course au million de pixels chez eux. Ils ont amélioré l'ouverture. La photo, pour moi, c'est vraiment ce qui justifie le choix entre le 8 et le 8 Plus. Ouais. Parce qu'il n'y a toujours pas de double capteur photo sur le 8. On se disait que peut-être ils le généraliseraient
toujours pas. Il y a le stabilisateur optique qui est généralisé, c'est tout. Et il y a le mode portrait qui n'est toujours que sur l'iPhone 8 Plus et qui s'est amélioré avec ce qui s'appelle portrait lighting, donc éclairage de portrait. C'est la principale avancée. Hein. Faut pas se mentir sur le Alors ça, c'est capteur réservé photo. à l'iPhone 8. Hein. C'est réservé à l'iPhone 8 Plus. 8 Plus seulement et au futur iPhone 10. Donc c'est 5 effets dignes d'un vrai studio, un peu à la Harcourt. Voilà, hein, on peut dire ça. on joue sur les flous, sur les profondeurs de champ. Il y a même un effet qui permet totalement de prendre la photo en noir et blanc et d'isoler le sujet sur un fond sombre. Alors regardez, on a fait quelques essais avant le début de cette émission avec notre directeur photo Lionel. Merci d'être notre mannequin du jour, désolé. Et regardez, les effets sont assez réussis. Alors c'est quelques filtres qu'on a déjà vus par ailleurs sur des célèbres logiciels, applications de réseaux sociaux, mais le côté noir avec le fond derrière à la Harcourt, c'est assez joli. Alors, c'est sympa, ça marche pas à tous les coups. C'est une version bêta, ils nous ont bien précisé. C'est comme le mode portrait l'année dernière, c'est lancé en bêta, elle sera validée d'ici quelques mois. Il y a quelques petits ratés, notamment sur le noir et blanc. Votre sujet, si vous n'avez pas assez d'écart de contraste entre le fond et le sujet, il peut y avoir des ratés, une partie du sujet qui disparaît, le haut du front, des choses comme ça. Voilà, sinon, sur les prises de vue plus classiques, regardez, hein, on a mis face à face un iPhone 7 Plus et un iPhone 8 Plus, en essayant de refaire deux fois la même photo. Et bon, il y a un piqué un petit peu meilleur, effectivement, sur Plus de détails. sur l'iPhone 8, mais 8 Plus, mais c'est pas forcément flagrant, et c'est pas là-dessus que se fera la différence. Quelqu'un qui a un iPhone 7 n'a aucune raison de passer au 8 Plus. Moi, ce qui m'étonne, Didier, c'est que la fonction dont parle Melinda, hein, cette fonction de portrait et de filtre, c'est une fonction logicielle. Pourquoi serait-elle réservée au 8 Plus et pas mise à jour avec iOS 11 ? Oui, Olivier, alors effectivement, je pense que chaque année, il faut aussi qu'ils te mettent des petits avantages logiciels qui clairement bénéficient au nouveau modèle et qui te fassent aussi te dire, bah tiens, voilà, si je l'achète, j'aurai cette fonction-là. En plus, le portrait, les gens commencent à l'utiliser sur Instagram et tout, donc c'est quelque chose qui rentre dans la norme. Après, peut-être qu'ils vont l'adapter. Moi, j'y crois pas beaucoup au 7 Plus, mais c'est vrai que potentiellement, on voit pas trop ce qui différencie les deux modèles. Il y a juste une petite chose quand même, c'est qu'il y a de la stabilisation optique maintenant sur le téléobjectif, donc peut-être que ça facilite aussi la prise de portrait, parce qu'avant, effectivement, le capteur n'était pas stabilisé, du coup, il fallait vraiment pas bouger pendant que tu faisais tes photos, quoi. On aura l'occasion de revenir sur un vrai comparatif sur les solutions de photos, parce qu'effectivement, on manquait un peu de recul pour faire des photos, et notamment pour le comparer avec les téléphones de Stéphane, les Galaxy S8, les S8 Plus, qui sont plutôt aujourd'hui la référence du marché en ce domaine, hein, Stéphane? Oui, moi j'utilise, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, toutes les images, les vidéos avec le S8. Alors j'espère maintenant que ça sera peut-être l'inverse avec l'iPhone 10, mais pour l'instant ça reste le S8 mon référent. Ah, t'as pas le choix puisque l'iPhone 10 il n'est pas encore dispo. Un petit mot sur la vidéo peut-être, Didier? Oui, puisqu'il y a quand même une nouveauté, qui compte peut-être pas pour la plupart des gens, mais l'iPhone est capable d'enregistrer en 4K à 60 images secondes, ce que font pas de nombreuses caméras professionnelles, donc c'est quand même un énorme atout, et c'est d'ailleurs, je pense, lié aussi à la puissance de la puce, parce que c'est des choses qui chauffent énormément, hein. Et c'est assez utile aujourd'hui, 60 images secondes, c'est vraiment ce qui permet d'avoir un mouvement assez fluide, moins un cinéma, mais un petit peu plus, tu vois vraiment le mouvement des objets, et ils ont fait aussi un petit effort en HD où tu peux monter à 240, alors bon, là, voilà, c'est pour filmer des ralentis. C'est toujours des usages très spécifiques, mais malgré tout, l'iPhone, aujourd'hui, ça devient la petite caméra que tu as sur toi qui permet quand même de faire des belles images, notamment en journée. Et d'avoir toutes ces petites fonctions, c'est assez utile pour les amateurs, même amateurs éclairés, quoi. Oui, de plus en plus. Donc si on fait excuse-moi Olivier, mais donc Oui, si on devient constructeur d'accessoires pouvant aider à la réalisation, à la stabilisation, à faire des steadicam, etc. Et on pourrait cartonner. Et je pense que voilà, on a peut-être une cible pour les iPhone 8, c'est les médias en général. Oui, on l'a vu avec quelques chaînes de télé en France. Je ne sais pas si vous les utilisez chez LCI, les iPhones, Melinda? Si, ça nous arrive. Oui, ça devient la panoplie un peu du journaliste 3.0 moderne, de pouvoir filmer. Voilà. Moi, j'ai fait un duplex. J'ai fait un duplex sur LCI depuis Cupertino, filmé à l'iPhone la camionnette 7. depuis Boulogne-Billancourt, c'est un peu compliqué. C'était compliqué jusqu'à Cupertino. Voilà, c'est vrai que les coûts baissent. Puis on a vu aussi des chaînes comme BFM Paris dont tous les journalistes sont équipés exclusivement d'iPhone en termes de coûts de production. Ça fond comme neige au soleil. Tout ça nécessite plus d'espace mémoire. On va en parler dans un instant. Mais également plus de batterie. On va parler de l'autonomie. L'autonomie, on n'a pas vraiment, très honnêtement, eu le temps d'en faire le tour, Melinda, en quelques jours seulement, et nous en quelques heures avant le début de cette émission.
il y a quelques signes qui ne sont pas très encourageants sur le papier parce qu'en fait, la batterie est un peu moins puissante. Alors, c'est marrant, les deux batteries iPhone 8 et iPhone 8 Plus sont ont moins d'ampérage que les iPhone 7 et 7 Plus. Mais alors voilà, j'ai eu un peu plus de temps que vous pour faire des essais. Ouais. Je n'ai pas noté de différence. Notable. Voilà, il y a pas, franchement, elles tiennent aussi bien l'une que l'autre. 1821 mAh pour l'iPhone 8 contre 1960 pour le 7, 2675 mAh pour le 8 Plus contre 2900 pour le 7 Plus. Ça, c'était une attitude d'Apple assez récurrente, Didier, de génération en génération, d'affiner la taille de l'iPhone et mettre des batteries plus petites. L'année dernière, ils ont arrêté de faire ça. Et puis, voilà, les mauvaises habitudes reviennent. Apparemment, ils comptent sur l'optimisation des processeurs pour économiser de l'énergie, mais je suis assez sceptique, moi, de mon côté. Mais bon, c'est quand même ce qui se passe, hein, parce que plus tu graves finement tes puces, moins tu consommes de courant, et la puce, c'est quand même ce qui consomme le plus de courant. Et là, en plus, bon, la taille de l'écran bouge pas, contrairement à l'iPhone 10, où effectivement, là, avec un énorme écran et la puce rapide, tu te dis, bon, est-ce qu'ils vont arriver dans un format qui est quand même plus proche de l'iPhone 8 à faire une autonomie convenable? C'est quand même la grande question. Par contre, effectivement, de te baisser la batterie, je pense que c'est pour mettre effectivement la charge sans fil, hein, parce que ça prend un petit peu d'épaisseur, sans modifier le design. Ouais, quelque part, ils auraient pu garder une batterie convenable et puis t'offrir un peu plus d'autonomie. Mais voilà, Apple dit l'iPhone, il doit durer à peu près la journée, ce qui n'est pas tout à fait le cas quand tu as le petit modèle. Et puis, voilà, maintenant, il faut vivre avec. Et c'est vrai que c'est une vision des choses aujourd'hui qui est quand même assez compliquée. Les gens passent leur temps à charger leurs iPhones, quoi. Un dernier point qu'on va aborder après l'autonomie qui reste encore à surveiller, surveillance, dirons-nous. La douloureuse, les prix. On le disait en préambule de cette émission, l'iPhone 8 est facturé jusqu'à 350 € moins cher que l'iPhone 10, mais mauvaise surprise, Melinda, il est quand même plus cher que l'iPhone 7. 809 €, c'est 40 € de plus que l'iPhone 7 lorsqu'il est sorti l'année dernière. Une quarantaine d'euros pour finalement pas beaucoup de changements, d'améliorations. Donc voilà, puis le dollar a quand même un petit peu baissé, donc le taux de change normalement aurait dû nous être favorable, un petit peu plus favorable, mais même en dollars il a augmenté, donc pas de jaloux. Petite astuce, voilà, petit conseil, l'acheter nu chez des opérateurs est plus intéressant que de l'acheter à l'Apple Store. Ils le vendent tous moins cher. Voilà. Est-ce que c'est un message envoyé pour l'iPhone 10 ? On en reparle dans quelques temps. Ouais. L'iPhone 8 Plus, lui, il débute à 919 €. On a vu que les capacités mémoire sont différentes que l'iPhone 7. C'est là que se fait la différence essentiellement, Didier, si on hésite entre un iPhone 7 et un iPhone 8. On a vu qu'il y a quelques raffinements supplémentaires, on l'a compris avec l'iPhone 8, mais c'est surtout la capacité mémoire qui est franchement différente. Et là, c'est assez bien marketé du côté d'Apple. Alors c'est du pur Apple marketé, parce que tu n'as pas de modèle 128 Go, donc c'est soit 64 Go qui devient vraiment étriqué, surtout si tu fais des vidéos 4K, pas mal de photos. Voilà, effectivement, c'est quand même pas beaucoup. Et après tu as le modèle de 156 Go qui est quand même beaucoup plus agréable. Enfin, quitte à mettre à ce niveau de prix, tu vas dire, je vais rajouter la différence. Et finalement, c'est vrai que mécaniquement, tu as tendance à acheter quand même le modèle le plus cher. Voilà. Après, il y a toujours la question du prix. Est-ce que l'iPhone est trop cher ? Aujourd'hui, Apple te propose quand même quasiment, 3 générations d'iPhone à des prix un petit peu mieux tarifés. Donc, tu en as quand même pour tous les budgets. Voilà, ils en ont un petit peu pour tout le monde. La question, c'est vraiment quel est ton budget aujourd'hui pour l'iPhone ? Et maintenant, ton budget, il peut aller de 450 € à 1200 €. De manière générale, pour faire un consensus avec la plupart des personnes qui l'ont eu en main ou des sites internet qui ont publié des tests, Didier, Stéphane ou ici Mélinda en plateau, quel est le profil de l'acheteur de l'iPhone 8 ? C'est certainement pas un acheteur d'iPhone 7, on est à peu près d'accord, parce que les écarts sont trop faibles et voilà, ça mérite. À part si on est vraiment un fan de la marque et qu'on veut changer chaque année et qu'on en a les moyens, bien sûr. C'est plutôt réservé à des gens qui ont des modèles plus anciens, qui veulent enfin passer à un écran plus grand, voire qui ont commencé avec l'iPhone 6 il y a quelques années, qui veulent peut-être passer avec un double capteur, comme tu disais tout à l'heure, Mélinda. Clairement, tous ceux qui ont raté l'étanchéité, le Force Touch, des choses comme ça, ils vont se ruer dessus. Ceux qui avaient le 7, ils ont 1 mois et demi de plus pour économiser et s'acheter l'iPhone 10, parce que c'est celui-là qu'ils voudront. Voilà, on va attendre l'année prochaine qu'ils soient peut-être un peu plus abordables. Mais clairement. Après, je pense que l'iPhone, ça c'est personnel, 8 Plus va attirer plus de gens, parce que quitte à faire à sauter le pas du 6 au 8, sauf si on n'aime pas les grands, mais c'est celui qui apporte le plus de changements. Tu as raison, on avait vu déjà l'an passé lors des ventes des chiffres de vente d'Apple avec l'arrivée de l'iPhone 7 et de l'iPhone 7 Plus, la croissance était plus importante sur le 7 sur les grands, paradoxalement. Avec la double optique, parce qu'effectivement, ça apportait une vraie valeur ajoutée en matière
de prise de vue, notamment avec la stabilisation optique et l'effet portrait. Voilà, on est arrivé au terme de ce premier verdict autour de l'iPhone 8. Nous y reviendrons plus en détail, avec plus de recul, lors de l'arrivée notamment de l'iPhone 10. Je vous propose maintenant qu'on passe à nos coups de cœur. Les coups de cœur, on commence tout de suite avec Didier Policani de Mac Forever. Et oui, Olivier, tout à l'heure, on parlait de puissance via USB. Et alors moi, sur les MacBook Pro, sur les MacBook, enfin depuis qu'il y a l'USB-C, c'est un petit peu le bordel. On ne sait jamais à quelle puissance tu charges. Et pour ça, il existe donc un petit adaptateur. Je ne sais pas si tu le vois bien à l'écran, mais je te laisserai mettre des belles images parce qu'on a fait une petite vidéo. En fait, tu le branches en fait entre ton chargeur et ton appareil, ou entre ton Mac et ton dock, par exemple Thunderbolt 3, et ça te permet de savoir quelle est la puissance du courant qui passe. Donc, est-ce que tu as par exemple les 60 à 80 watts nécessaires pour ton MacBook Pro? Est-ce que tu as les 30 watts nécessaires pour ton MacBook, etc. Et en fait, aujourd'hui, il n'y a aucun moyen de savoir simplement quelle est la puissance des chargeurs, à part regarder le pourcentage évoluer. Donc, ce petit truc peut être assez utile. C'est pas à brancher en permanence, mais c'est plus, si tu commences à avoir plein de docks autour de toi, plein de chargeurs, tu vas enfin pouvoir connaître la puissance grâce à ce petit truc. Merci Didier. Stéphane, de ton côté, quel est ton coup de cœur? C'est pas éloigné de celui de Voilà, Didier, exactement. Didier, comme c'est bien maintenant un peu obsessionnel de voir de la batterie, aussi obsessionnel qu'était le Wi-Fi, en tout cas la pyramide de Maslow, maintenant on peut rajouter ces deux-là, le Wi-Fi et la batterie, à nos besoins primaires. Et donc voilà, donc c'est deux coques très fines, très légères, qui sont aussi chargeurs et qui permettent de multiplier par 1,5 et d'atteindre la fameuse journée que prétend Apple. Et c'est fourni dans un joli écrin, voilà, dans des jolies boîtes, voilà. Et voilà, comme ça. Ça s'appelle comment, Stéphane? Syncharge. J'ai mis le lien et on pourra avoir une petite vidéo. C'est en vente sur Indiegogo. C'est pas très cher, c'est de 30 à $40. Donc c'est quelque chose qui est très raisonnable. Aussi cher qu'une coque normale, mais avec Sauf des batteries. Une batterie intégrée, c'est ça? Intégrée, légère, et surtout que c'est compatible avec les iPhone 8 également, comme ils n'ont pas changé la form factor. On l'a pas dit, c'est vrai, tu as raison de le préciser. Et en gros, c'est vrai que c'est assez souple, et en gros, on n'a pas la difficulté, et franchement, je trouve qu'elles sont sobres. Bon, là, je les ai prises. Comparé à celle d'Apple, elle est beaucoup plus fine, effectivement. Voilà, je te confirme. Voilà. Sachant qu'Apple ne fait pas de modèle pour le 8 Plus, sans me tromper, avec une batterie intégrée. Voilà. Et tu la recharges comment, juste pour info? Voilà, donc là, tu as exactement la même Lightning qui est disponible ici en dessous. Donc pour toi, c'est un port Lightning. Donc, tu mets un port Lightning à l'intérieur. Et c'est pour ça que j'ai trouvé très intéressante, et même plus la meilleure, en tout cas, de celle que j'ai pu voir, et pas chère en plus. Donc voilà. C'est comment dès la fin de cette émission, c'est clair. C'est un vrai coup de cœur, parce que je me dis, voilà, on va avoir de plus en plus besoin. Et bon, c'est pas grave qu'il y ait une autre batterie. Voilà. Merci Stéphane. Mélinda, de ton côté, ton coup de cœur cette semaine? Alors moi, je suis très branchée réalité virtuelle, réalité augmentée. Donc, t'as bien été picousée par Cupertino la semaine dernière. Ouais, mais j'étais facile à convaincre. Ouais. Donc l'avantage en faisant les tests iPhone 8, c'est que j'ai pu tester des applis de réalité augmentée qui vont arriver, qui sont compatibles en avant-première. Alors moi, il y en a une qui m'a beaucoup plu. C'est pas une nouvelle appli, ça s'appelle Sky Guide. C'est une carte du ciel animée, mais elle va bénéficier d'une mise à jour réalité augmentée. Et alors là, franchement, je conseille à tous les férus d'astronomie, dont je ne fais pourtant pas partie, vous pointez votre iPhone vers le ciel, de jour comme de nuit, ça c'est intéressant, et vous avez toutes les constellations qui vont apparaître, alors avec les représentations mythologiques, donc si vous voulez le Sagittaire, la Grande Ourse et tout, et vous avez surtout plein d'explications à chaque fois, donc c'est génial avec les enfants, voilà, pour les familiariser aux étoiles. Vous pouvez suivre les satellites qui passent au-dessus de votre tête, vous les voyez apparaître, vous avez des infos. Si vous voulez savoir si ISS, la fameuse station spatiale internationale, passe ou va passer au-dessus de vous, et ben vous recevez une petite notification. D'accord. Et vous voyez donc voilà, en représentation sur le véritable ciel les constellations avec plein d'informations. Voilà. La réalité augmentée devient une réalité enfin grâce à l'iPhone et iOS. Ça tombe bien. Disponible quand? Alors, en fait, l'appli SkyGuide existe déjà depuis plusieurs mois. La mise à jour devrait arriver là dans les jours. Je pense qu'elle est disponible. Elle a dû arriver dans la nuit, si tout va bien. Avec iOS 11, en fait, elle arrivait. Elle devait arriver. Elle a besoin d'iOS 11 pour toutes les applications qui ont été présentées et qui tirent parti d'AirKit. Nécessite iOS 11, donc elle devrait arriver cette semaine au plus tard. De mon côté, on reste dans iOS 11 et l'iPhone 8. Moi, j'ai beaucoup aimé tout simplement la procédure d'installation de l'iPhone 8 et d'iOS 11. C'est vraiment très sympa. Regardez, il détecte les autres téléphones à proximité de manière automatique et il propose de synchroniser ces données. Vraiment, c'est magique. Ça rappelle un petit peu le mode de détection du casque sans fil d'Apple. Donc, j'ai trouvé vraiment ça très sympa.
On voit vraiment comment un vrai avantage de maîtriser à la fois le matériel et le logiciel et qui constitue véritablement l'ADN de l'iPhone et d'Apple aujourd'hui. Rien à voir. On parlait de Hub tout à l'heure, mais là c'est plutôt pour le Mac et on aime le matériel dont on refait le Mac. C'est le Nani Hub de chez LaCie, ça s'appelle le Too Big Thunderbolt 3. C'est à la fois un disque dur RAID Thunderbolt 3 qui peut embarquer jusqu'à 20 Tera de fichiers, mais c'est aussi un dock Thunderbolt 3. Il intègre outre 2 ports Thunderbolt 3, un hub USB 3 et un port USB 3.1, un lecteur de carte SD, compact flash et même un port DisplayPort pour le connecter à un moniteur supplémentaire. Bref, du sur-mesure pour tous les pros à l'heure où les MacBook Pro nécessitent d'investir dans de multiples adaptateurs. Alors évidemment, attention, c'est pour les pros, hein, vraiment les pros de l'image. Son prix est à partir de 829 €, mais c'est vraiment très sympa l'idée de jumeler, je dirais, de réunir en un seul objet à la fois un disque dur RAID et tous les connecteurs pour créer sa chaîne Thunderbolt 3 autour de ces MacBook Pro. Et bientôt, on espère le Mac Pro et l'iMac Pro. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce 270e épisode de Refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Merci à toi, Mélida, d'être venue jusqu'à 42 nous présenter l'iPhone 8. C'était un plaisir. On se revoit très vite pour l'iPhone 10. Promis. Stéphane, tu reviens quand tu veux? Je reviens quand je veux, quand je pourrai. Pas en retard cette fois-ci. Oui, tu es un peu en retard aujourd'hui, mais c'est pas grave. Désolé. On est souvent en retard nous aussi. Didier, on va retrouver tous les tests complets de l'iPhone 8 dès ce jour, dès vendredi et tout le week-end sur Mac Forever. Et oui, et puis la suite, l'Apple Watch, l'Apple TV, ils sortent plein de produits ce vendredi. Ouais, puis moi, c'est je retourne Noël tester du vite côté, l'iPhone 10. Du côté d'Apple, de l'Apple Watch, on essaiera d'y revenir dès la semaine prochaine ensemble si vous êtes d'accord. L'Apple est consacré une émission également à l'Apple TV, même si il y aura un peu moins de choses à dire. On a besoin un peu de recul pour en faire tout le tour. Voilà, encore une fois, merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. On se retrouve dès la semaine prochaine. Au revoir.